Thank you, Elke. Merci à vous. I would like to present J'ai voulu vous présenter aujourd'hui deux visions totalement différentes du futur de l'Australie. Et donc, le rôle que l'Australie peut jouer au niveau mondial, pour le mieux ou pour le pire. Premièrement, je parlerai de la trajectoire actuelle de ma nation et du futur que nous proposons avec le mouvement de la Rouge en Australie, le Concile électoral des citoyens en tant que parti politique et ce pourquoi nous sommes engagés. Et je parlerai de nos progrès très excitants là-bas. Donc premièrement, je vais présenter la trajectoire présente de ma nation et ensuite ce que nous faisons avec le mouvement de la Rouge en Australie, donc le parti politique du Concile électoral pour les citoyens. Et tous les progrès excitants que nous sommes en train de faire là-bas. Comme vous pouvez voir sur la map, sur la carte, l'Australie est le centre du monde, comme vous pouvez le voir sur la carte. Mais on voit un système de transport ferroviaire qui n'est pas tout à fait le même que vous voyez sur le. Donc, aujourd'hui, en Australie, les gens qui dirigent sont totalement dans la ligne du plan de l'oligarchie anglo-américaine qui est centrée dans la couronne britannique pour des guerres sans fin, déguisées sous le nom de guerre au terrorisme. Ils sont profondément dans une confrontation directe contre la Chine et la Russie, et même si ça, à court terme, peut entraîner une guerre nucléaire. Donc ils partagent l'agenda d'imposer des États policiers fascistes pour contrôler la population. Et tout ça contre justement dans un moment de l'histoire où on a le plus grand crash financier mondial et la décimation d'une population par des nouvelles épidémies. La couronne britannique a exploité l'Australie pour ses buts géostratégiques et spécifiquement depuis que la chef d'État, la reine Elisabeth II, a dit personnellement le pro-développement a mis en place Gough Whitlam, le Premier ministre, en 1975. Et je vais résumer trois aspects de cette exportation. Faire de l'Australie une City de Londres ou de Wall Street en miniature. 2. De jouer que l'Australie joue le rôle de sorte de shérif pour les guerres anglo-américaines, justement dans la région Asie-Pacifique. Que l'Australie soit le shérif de cette politique de guerre. Et 3, être le terrain pour un mouvement mondial de génocide de masse que l'on appelle sous forme de mascarade, cette mascarade qui est l'environnementalisme. En 1995, une position très célèbre par Catherine West de l'Institut Royal des Affaires Internationales, qu'on appelle la Chatham House, a dit que le Commonwealth britannique doit être le cœur d'un nouveau empire britannique. Et citation, un empire financier informel, comme elle l'a dit. Donc des entreprises britanniques sont venues massivement installer leur siège en Asie-Pacifique, en Australie, et Sydney est devenue une filiale de la finance de Londres et de Wall Street. Et nos grandes banques font partie des 50 plus grandes banques mondiales en taille et dominent l'économie mondiale du pays. 50 années en arrière, l'agriculture et les manufactures étaient pour la moitié de notre PIB. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Les services financiers avaient 10% de notre PIB en 1980 et aujourd'hui, c'est 20%. Ça a doublé. Ces grosses banques sont dirigées depuis la City de Londres et les intérêts de Wall Street. Notre population est d'environ 23,5 millions, mais le dollar australien est la cinquième monnaie la plus importante dans le monde. Et on a la plus grande dette immobilière hypothécaire du monde, mesurée par habitant, gérée par ces 4 grandes banques. Cette année, on a reçu le groupe du G20 et le Premier ministre Tony Abbott et c'est ce ministre Joe Hockey, représentant les intérêts de City de Londres, a déclaré que les 2 priorités pour le prochain sommet du G20, c'est la politique anglo-américaine de bail-in, c'est-à-dire la confiscation du crédit et des fonds des dépôts pour sauver les grandes banques en banqueroute, comme le modèle a été appliqué à Chypre. Donc la deuxième priorité pour le sommet du G20,
c'est une infrastructure globale, initiative pour l'infrastructure globale, mais qui n'a rien à voir avec ça du tout. Et Tony Abbott, il est le premier ministre de l'infrastructure, mais c'est une contre-proposition totalement pour s'opposer à la banque investissement et infrastructurelle asiatique qui est dirigée par la Chine. Abbott and Oki ont un extraordinaire record de privatisation, de pillage de l'État fédéral et de privatisation des infrastructures pour les intérêts financiers. Alors que la Banque de développement infrastructurel asiatique dépense 100 milliards par an pour des nouveaux projets infrastructurels, juste pour commencer. Le projet de Premier ministre australien Abbott, c'est de créer un centre pour ce soi-disant initiative globale en faisant un PPP, donc un partenariat public-privé, qui est dirigé par la grande banque australienne Macquarie. Donc le modèle du public-privé est poussé évidemment par le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE et tous les clubs le club des investisseurs à long terme en Europe, ce qu'on appelle le LTIC, qui est très important également en Australie. Donc leur ligne, elle est claire, que les gouvernements n'ont plus du tout les moyens et l'argent de construire des infrastructures, alors que le secteur privé peut le faire. Et peu importe ce qui est construit, ou la plupart du temps, ils ont acquis leur pouvoir grâce à la privatisation, c'est d'utiliser justement l'argent des utilisateurs pour faire des grandes tours autour de Sydney, par exemple pour faire des banques, etc. Donc la science de l'économie physique de Larouche, qui enseigne l'infrastructure, qui augmente la productivité, qui pousse l'économie dans son ensemble. L'investissement par le gouvernement pour l'intérêt général. Mais pour les promoteurs du PPP, du partenariat public-privé, la seule raison de posséder des infrastructures, c'est de faire du profit dessus. Even an understated estimate. Même si on sous-estime les estimations de la Banque asiatique de développement, c'est 750 milliards d'infrastructures d'investissement annuels. Mais comme un journal, The Australian, le grand journal australien l'a dit le 9 octobre, l'initiative australienne n'investira pas dans de nouveaux projets. Et au lieu de ça, va se concentrer de créer des fonds communs entre le gouvernement et les investisseurs privés, donc les partenariats publics-privés. Et comment accélérer le processus pour avoir de l'argent très vite et pas cher. Alors que les BRICS veulent construire des nations. Abbott et Oki et ce qu'ils ont fait voter au G20, c'est la politique britannique de pillage des citoyens. D'un point de vue militaire, donc l'Australie est devenue le quartier général pour la fameuse doctrine d'Obama du pivot asiatique. Donc avec des centres d'entraînement qui sont dirigés par les Britanniques pour former des militaires contre la Russie, contre la Chine. Donc les militaires américains et britanniques prennent de plus en plus d'importance en Australie. Cette carte, qui est de notre journal Nouveau Citoyen de 2012, donc vous voyez les points en or que vous voyez à droite, montre les constructions dans l'Asie-Pacifique des Anglo-Américains. Ils ont amélioré leur base et créé des nouvelles. Et nos propres enquêtes ont montré qu'ils ont construit beaucoup plus que ce qui était prévu en Australie. On pourrait regarder de près pour les détails, mais une nouvelle base navale, une base aérienne, des réseaux de contrôle du renseignement et des centres d'entraînement militaires. Et si vous voyez le cercle en rouge au début, c'est la base du renseignement pour diriger les drones en fait au Moyen-Orient. Et c'est le lien fondamental entre justement le système de défense de missiles balistiques américains pour une première frappe éventuelle des Anglo-Américains contre la Chine et la Russie. Et déjà, pendant la guerre froide, il y avait un programme de guerre nucléaire et c'est l'Australie qui était menacée justement par l'Union soviétique et les armes nucléaires. Ce sera très dur de défaire ce qu'a font Tony Abbott et son ministre des Affaires étrangères, Julie Bishop. La dénonciation honteuse de la Russie et de Poutine. Et comme ils ont défendu la provocation anglo-américaine en Ukraine. Si on regarde les services pour cet environnementalisme, ces mouvements génocidaires environnementalistes,
C'est le prince Philippe personnellement en 1971 et en 1976, entre 71 et 76, il dirigeait la fondation de la conservation australienne. Il a créé, qui était une branche du WWF, et développé le mouvement vert justement dans le monde, qui est devenu dans l'état de la Tasmanie, et c'est devenu un modèle pour créer les mouvements dits verts, les mouvements écolos dans le reste du monde et en particulier en Allemagne. Donc on avait distribué ça comme pamphlet, vous voyez, et il y a une très grande documentation sur le conseil privé de la reine, de la création du mouvement environnementaliste écologique moderne, basé sur le programme de la Société eugéniste britannique des années 30. De ce que nous avons fait en tant que parti politique, c'était de frustrer les plans de l'ennemi. Et avec nos associés de l'Institut Schiller et du Mouvement de la Rouge au niveau international et aujourd'hui les BRICS, c'est de défaire cet ennemi une fois pour toutes. Et le rôle de l'Australie est très important, ce qu'on pourrait faire. Donc on doit se battre contre le fascisme vert, le pivot asiatique, et reconstruire l'Australie comme une branche asiatique, qui ne sera plus une branche asiatique de Londres et de Wall Street. Donc le CEC, on avait lancé une grande campagne en 1992 en tant que politique parti. J'étais personnellement engagé dans une bataille contre le sous-fifre de la reine Elisabeth et du prince Philippe. Il avait dit le mouvement de la Rouge va devenir la force politique la plus gênante qu'on aura jamais vue sur le continent australien. Elle avait déclaré ça. Donc on a eu une bataille claire contre la politique de la couronne pour une vision, pour se libérer une bonne fois pour toutes de cette esclavité d'esclaves qui contrôle encore beaucoup d'Australiens aujourd'hui. Donc on publie notre journal Le Nouveau Citizen plusieurs fois par an pour distribuer massivement sur des sujets très précis. Vous pouvez nous en demander. This New Citizen, Carbon... Ça, c'est notre journal. Donc, avec le titre « Les échanges du carbone sur les marchés financiers est un génocide du style d'Hitler », a été sorti pour le sommet de Copenhague en 2009, au moment où notre Premier ministre Kevin Rudd dirigeait justement cette politique impérialiste pour contrôler les contrôles des émissions de carbone et détruire notre économie industrielle. 60% il disait que les émissions de carbone causaient le réchauffement climatique. Donc on a distribué 500 000 copies de ce journal et on a mobilisé toute une base dans le pays contre Rudd et sa politique. Il y a eu les membres du Parlement ont dit qu'ils étaient choqués de recevoir tout ça chez eux. Ils ont été bombardés par des milliers d'appels, des emails, etc. Et le projet de Barack Obama, le pivot asiatique qu'il a annoncé en 2011, qui inclut une nouvelle base militaire dans le nord de l'Australie à Darwin, en tant que préparation d'une frappe contre la Chine. Et ça, c'était déjà le projet de Dick Cheney pour la Pax Americana, donc l'Empire américain, sous l'égide duquel plus personne ne pourra être en compétition avec la puissance anglo-américaine. On contrôlera les dangers par la guerre nucléaire. Et ça, on avait fait 400 000 copies de ce journal pour montrer d'où venait réellement cette politique. On a fait toutes les bases militaires, les groupes de pression, les offices du gouvernement, les stations de police, les universités, toutes les institutions qu'on pouvait trouver. Et nos personnes en Australie n'étaient au courant de ce qui se passait, de dangers nucléaires grandissants. Et après, il y a eu vraiment une percée. Quand Malcolm Fraser, l'ancien Premier ministre, avec un ensemble d'académiques australiens, ont commencé à sonner l'alerte. Le 25 septembre 2012, Fraser a fait un speech détonnant contre le pivot asiatique. Et il a mis en garde toute utilisation de l'arme nucléaire entre les États-Unis et la Chine sera une catastrophe humanitaire mondiale et tous les conflits armés entre des puissances nucléairement armées entraînera une escalade nucléaire. Donc les conflits et les provocations qui mèneront à ça doivent être arrêtés à tout prix. Fin de citation. Et comme le danger augmentait, à la fin de 2012, on a publié un nouveau journal, Nouveau Citoyen, notre journal, en publiant l'alerte qu'avait lancée Lyndon LaRouche, en soutenant justement l'ancien Premier ministre Fraser, pour dire publiquement que le système de missiles de défense balistique qu'on mettait aux frontières russes était vraiment une provocation. On a publié ça également en chinois. 4% de notre population, 1 million de people, sont des Chinois immigrants et leurs descendants. Cette année, M. Malcolm Fraser a publié un livre, Les Alliés dangereux. Elle dit l'Australie doit finalement établir sa propre politique étrangère indépendante
stopper d'être soumis aux puissances étrangères, que ce soit l'Empire britannique, les États-Unis, avec une vision impériale. Donc il a appelé pour des mesures impensables pour éviter la guerre, comme mettre fin à l'arrêt américain de venir sur la base militaire. Donc il y a un gros débat sur la sécurité en Australie suite à tous ces événements. Et si on prend l'Australie et son rôle qu'il pourrait jouer dans un monde après la City de Londres et après Wall Street, on aurait une mission cruciale. Parce que le système financier est en train de se dégrader, de s'effondrer et va mener à la confrontation contre la Russie et la Chine. Et pour ça que notre mouvement, le mouvement de la Rouge en Australie, a combattu sans cesse, jour après jour, depuis des années contre la politique de bail-in et pour la séparation des banques en deux. En juin 2013, un petit article est apparu dans le journal Financial Times australien. Donc sur les actionnaires, les créditeurs, les créanciers vont devoir payer pour les banques qui s'échouent. Dès qu'on a lancé, nous, une investigation d'urgence pour dénoncer ce coup d'État qu'on appelle le bail-in et considérer le gouvernement qu'il voulait imposer à la population. Encore 500 000 copies de notre journal ont été publiées partout pour attaquer les 4 grandes banques et leur imposer le Glass-Steagall. On a organisé une équipe comme jamais on l'avait fait avant pour compter tous les membres des 2500 conseils municipaux d'Australie avec des gens influents dans tous les secteurs d'activité pour les appeler à voter notre campagne pour la séparation des banques. 500 d'entre eux ont signé. Et le 13 décembre, on avait publié notre journal. Le grand journal The Australian a publié ça en une. Il avait dit « Ne saisissez pas les comptes en banque, passez le Glass-Steagall ». Regardez, ça c'est notre pamphlet qu'on a distribué. Glass-Steagall maintenant. Et on a fait du lobbying auprès du Parlement, dans tous les offices à Melbourne. Et ça a eu tellement d'impact que le gars qui organisait le bail-in, le trésorier, en fait, Joe Hockey, a été obligé d'envoyer ses aides pour discuter du Glass-Steagall et du bail-in avec 2 membres des représentants de notre mouvement politique et des visites, des gens qui venaient en visite nous voir. Donc, Hockey, en 2013, il a dit qu'on devrait lancer un système d'enquête sur le système financier par rapport à la dérégulation du système bancaire australien pour les bénéfices des 4 grandes banques. Donc ils ont reçu 280 propositions du public, des citoyens, dans la première partie des auditions. Mais après notre mobilisation, 500 000 propositions ont été mises en place pour leur deuxième audition. Et justement, suite à ce qu'a fait monsieur le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Fraser, il a dit on doit rejeter le bail-in. Il a dit il faut reséparer totalement les banques spéculatives des banques d'investissement avec la loi du Glass-Steagall, comme les États-Unis l'ont fait en 1933, avant que ce soit abandonné en 1999. Pendant 20 ans, le CEC, notre mouvement politique, a constamment fait campagne pour redévelopper notre économie physique au niveau national, inspiré par les idées de Lyndon LaRouche. Notre programme pour une reprise nationale d'économie, pour des grands projets d'infrastructure, comme le projet Grand Schéma Hydroélectrique des Montagnes, construit entre 1948 et 1974 par la Société américaine des ingénieurs, justement pour faire une des plus belles merveilles du monde. Et un des vétérans de ce projet, le professeur Lance Andersby, avait mis en place plusieurs projets avec nous pour 18 grands projets d'eau pour transformer l'Australie, qui a le plus grand désert du monde après le Sahara, pour en faire un oasis géant. On a un programme nucléaire, puisqu'on a des grandes réserves d'uranium et de thorium. Donc ensuite, le transport par grande vitesse. On peut devenir un leader mondial dans ce domaine-là. Un chemin de fer national au niveau du continent, redéveloppant en fait notre ancien secteur de machines-outils industriels et pour pouvoir exporter ça vers l'Asie, un programme pour envoyer les Australiens dans l'espace. L'Australie a déjà un des plus grands productions agricoles alimentaires du monde. Le professeur Andersby, justement, qui avait lancé tout ce programme avec le transport à grande vitesse, avait lancé des projets justement pour développer les machines-outils partout, dans tous les ports d'Asie, en 1 à 4 jours. Le transport vers les fameux ports que vous voyez sur la carte en 1 ou 3 jours.
bon, j'étais vraiment été très impressionné par le rover chinois qui s'est posé sur la Lune et la mission de mettre un satellite en orbite de Mars fait par l'Inde. Mais nous avons abandonné notre programme spatial. On était une des premières nations, justement, qui était dans les technologies spatiales. Et 2 Australiens ont été dans l'espace, à travers le programme australien. Et malgré l'oppression britannique et le sabotage constant, l'optimisme et un esprit d'exploration, aujourd'hui, de conquérir l'Australie. Et ça, c'est le travail de notre organisation, qui vient de 2 sources. Un, c'est les efforts de notre secrétaire national Craig Isherwood et sa femme Nolan, qui ont organisé un mouvement au niveau national, un mouvement politique depuis les années 80. Et le second impulsion, c'est justement l'organisation de Monsieur Larouche. Parce que c'est le plus haut niveau avec... on avait le plus haut taux d'abonnés au magazine Fusion de tous les pays du monde, même par rapport aux États-Unis. Parce que les Australiens sont des grands voyageurs. Durant les années 80, beaucoup de gens ont fait partie de la Fondation pour l'énergie de fusion, qui avait été créée par Larouche. Mais à la fin de la décennie, nos collègues américains se sont dit à eux-mêmes, comment tous ces Australiens peuvent être aussi optimistes? On doit trouver pourquoi. Ici, on est là, avec la puissance de la fusion sur l'agenda, encore une fois. Avec les BRICS du développement, le développement des BRICS en 2014, on est déterminé à amener l'Australie à sa place légitime dans un nouvel ordre économique mondial réellement humain. Merci à tous.